Euh, Juste avant d'introduire la présentation d'aujourd'hui, donc pour rappel, on a nos webinaires mensuels. On reviendra dessus à la fin, Sophie représentera à la fin, mais le webinar du mois prochain, qui sera dans 2 semaines, sera présenté par Jean-Baptiste Méric, un oncologue qui est à l'Institut national du cancer et qui parlera des conséquences en prise en charge du cancer de la pandémie du Covid. En janvier-février, on abordera une autre thématique, probablement, je pense, très importante dans les futures années, qui va être les problèmes en fait, de pollution et liés aux soins et à la recherche. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir Jeanne Muret, qui est anesthésiste à Curie et au sein de la SFAR, et qui travaille justement sur ces questions-là, en particulier sur les gaz halogénés, sur la pollution liée aux soins, et également une chercheuse qui travaille au sein du consortium Labo 1.5 et qui étudie justement comment les chercheurs peuvent agir aussi pour limiter justement les conséquences environnementales de la recherche. Puis ensuite, il y aura d'autres présentations. Il y a déjà le programme qui se prépare pour la suite de l'année 2023. Donc, suivez les mails et vous pourrez avoir les présentations suivantes. Donc, j'ai le plaisir, encore une fois, d'introduire aujourd'hui le professeur Isabelle Récocard, qui est oncologue médicale et professeure en oncologie médicale à Lyon, au centre Léon-Bérard. Isabelle est une spécialiste d'envergure mondiale, aussi bien dans les cancers gynécologiques que dans les sarcomes. Outre ce statut, elle développe une véritable vision de la prise en charge des cancers gynécologiques et c'était sur ce point-là qu'on voulait l'inviter aujourd'hui pour qu'elle nous donne sa vision du futur de la prise en charge des patientes atteintes de cancer de l'ovaire. Et on essaiera d'avoir ce genre-là de présentation aussi dans les webinaires de 2023 pour ne plus être forcément toujours technique sur les techniques d'IA ou d'ADN circulant, mais avec aussi des leaders d'opinion qui nous donneront leur vision de la prise en charge du cancer dans le futur. Et pour voir comment les choses se projetteront, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup. Merci Isabelle, et je vais te laisser tout de suite la parole. Ce sera plus simple et plus intéressant que moi. Pas du tout. Merci beaucoup de ton invitation et de ton amitié. C'est un plaisir de travailler ensemble et j'espère que dans le futur du cancer de l'ovaire, il y aura plein de Manuel Rodriguez et de travail collaboratif au sein du gynéco. Alors, parlons un peu des liens d'intérêt. Une des problématiques du cancer de l'ovaire, on va le voir ensemble, c'est un vaste sujet et en 1 heure, c'était difficile de tout aborder. Donc, j'ai préféré faire un futur à court terme et aussi me polariser sur la problématique des cancers les plus fréquents, c'est-à-dire les cancers de haut grade et de stade avancé, pour lesquels actuellement on manque malheureusement d'options thérapeutiques. Alors, une des bonnes nouvelles, vous voyez sur cette diapositive représentée par les données statistiques américaines, c'est qu'on s'améliore. On s'améliore parce que lorsqu'on regarde cette survie globale, vous voyez qu'entre la fin des années 80 et le début des années 2000, on ne vous entend plus. Mais ces mois ont été gagnés finalement. Pardon ? On ne vous entendait plus bien, mais ça y est, c'est bon, pardon. Essentiellement au moment de la récidive. Alors, quand on regarde une vision plus large du cancer de l'ovaire, vous vous rendez compte que, ça c'est des données que vous connaissez tous très bien, il y a une petite diminution de l'incidence des cancers et qui est liée probablement à l'utilisation de la pilule, et tant mieux. On a aussi une petite diminution de la mortalité, mais on a inversement une grande augmentation de la prévalence en lien justement avec cette efficacité des traitements à la récidive qui prolonge la survie globale des patients qui était de moins de 2 ans il y a 20 ans à plus de 5 ans aujourd'hui. Et c'est donc pourquoi je me suis un peu focalisée sur cette récidive parce que c'est finalement notre problématique quotidienne. Alors, avant d'arriver à la récidive, on va quand même évoquer la première ligne. Et en fait, une des voies d'amélioration et de modification du futur, c'est effectivement de s'affranchir de la chimiothérapie, bien sûr et toujours des nouvelles drogues, d'essayer de voir si on peut repenser une immunothérapie au vu des derniers résultats.
Les ADC restent quand même des vieilles drogues que l'on habille avec des nouvelles robes. Travailler sur la résistance au PARP est vraiment l'enjeu quotidien. Et je voudrais quand même aborder la médecine personnalisée des tumeurs rares. En pratique, la première ligne a changé avec l'arrivée des PARP et on voit aujourd'hui qu'on a séparé en deux populations notre cancer de l'ovaire séreux de haut grade avec les résultats des tests BRCA et HRD, dans lequel on a une hyper-efficacité des inhibiteurs de PARP et inversement, cette population HRP sur lequel les inhibiteurs de PARP sont faiblement efficaces, le bevacizumab, la seule alternative disponible et sur lequel, bien sûr, il va falloir travailler dans le futur. Alors, dès qu'on est là, les premières questions qui se posent et qui ne sont pas résolues sont déjà dans les populations BRCA mutées, on a un bénéfice en survie globale dans deux études, une avec un inhibiteur de PARP en monothérapie, l'autre en combinaison. Ça va être d'essayer de définir le plus précisément possible la possibilité de rajouter de manière personnalisée ou systématique le bevacizumab dans ces populations. Alors, l'exercice est compliqué parce que ce sont deux populations différentes qui ont été incluses dans ces essais randomisés. Pour rappel, beaucoup plus de stade 4, de maladies résiduelles, de chirurgie intervallaire et de patients en réponse partielle dans l'étude Solo 1. Donc, la comparaison directe des résultats est compliquée. On a ces deux options, c'est déjà une bonne nouvelle. Comment définir la place du bevacizumab sans passer par un essai randomisé? C'est compliqué. Cet essai randomisé n'aura probablement pas lieu dans la population BRCA. J'espère que l'étude Nirvana qui va définir la place du BEV. Un autre point, et qui est tout frais, puisque Manuel et Intidar ont publié aujourd'hui dans Annals of Oncology les résultats issus d'une analyse en sous-groupe de Paola 1, dans lequel on a vu rétrospectivement, donc là encore, on aura besoin de séries de validation, mais que la localisation et même le type de mutation des gènes BRCA1 ou 2 impactent sur le bénéfice des inhibiteurs de PARP. On voit que tous ces patients bénéficient d'un PARP. En revanche, l'amplitude du bénéfice, vous voyez, varie en fonction, on le savait, BRCA1 versus BRCA2, mais aussi dans le type de mutation et les localisations, notamment si on est en train de parler du DNA binding domain ou différemment du ring domain pour les BRCA1. Et vous voyez sur la diapositive de droite que l'amplitude n'est pas la même. Donc, peut-être que dans le futur, les stratégies de combinaison seront peut-être favorisées pour les mutations BRCA1 et certaines localisations de mutations. L'autre problématique qui reste à résoudre va être là encore une problématique autour du bevacizumab, c'est dans la population HRD non BRCA, où Athena, Prima et Paola ont montré un bénéfice statistiquement significatif, des hasards ratios qui sont presque similaires, si ce n'est que dans deux études, le bras contrôle est un placebo, dans l'étude Paola, c'est du bevacizumab, dont un hasard ratio par rapport à un bras comparatif efficace et un peu différent, mais il n'empêche qu'on a ces deux options. Et là encore, on compte sur l'étude Nirvana, au moins dans les populations CC0, pour essayer de répondre à cette question. Parce qu'effectivement, une des problématiques que Paola a révélées, c'est que alors qu'on avait tendance à favoriser le bevacizumab dans les populations avec une maladie résiduelle, c'est ce qu'on appelait les populations higher risk de l'étude ICON 7, on s'est rendu compte dans Paola que c'était justement les patients opérés upfront sans maladie résiduelle dans lequel on voyait un bénéfice maximal. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a fait penser que, au même titre que je l'avais vu dans les sarcomes, probablement que ces inhibiteurs de PARP, qui sont des thérapies particulièrement ciblées, comme on peut le voir avec d'autres thérapies ciblées, sont peut-être d'autant plus efficaces qu'elles travaillent sur une maladie résiduelle minimale pour permettre d'éviter l'émergence de clones résistants. Quoi qu'il en soit,
On sait que les inhibiteurs de PARP marchent dans cette population puisqu'on a des résultats en survie sans rechute, mais aussi en survie globale avec les données récentes de Paola qui sont particulièrement encourageantes malgré un nombre de crossovers particulièrement important dans Paola, notamment dans les populations HRD positives où on avait 55% des patientes qui ont eu accès à un inhibiteur de PARP après. En revanche, la population HRD négative, on a vu un faible bénéfice quand les PARP sont comparés à un placebo, un non-bénéfice lorsqu'on a un bras contrôle actif comme le bevacizumab, sans bénéfice en survie globale. Donc, ça va être notre population d'intérêt dans les années à venir. La problématique qu'on a avec cette population HRD négative, c'est qu'elle ne révèle pas une population, elle dit que cette population n'a pas de déficit en recombinaison homologue. Et en fait, c'est un basket de plusieurs pathologies dans lequel on cite bien sûr les amplifications des cyclines, mais aussi les pertes d'RB1, peut-être les altérations de PTN et d'autres altérations qui sont mal connues. Et du coup, adresser la problématique de l'HRD négative va passer par probablement 3 phases. Une première étape qui va être celle de démembrer cette population, et là, c'est la biologie moléculaire qui va nous aider. La deuxième phase va être de tester des médicaments, et on va voir au travers des données qui sortent actuellement en situation de récidive, quelques pistes qui seront du domaine de l'ADC, peut-être du modèle de l'immunothérapie. Et la troisième étape, ce sera des essais randomisés bien faits dédiés à cette population. Du coup, les questions qui restent ouvertes en première ligne, maintenant qu'on sait qu'on a un bénéfice en survie globale qui est soutenu par 2 études qui ont eu des bras contrôle qui étaient performants, non remis en question, notamment grâce aux données de Paola où on s'est quand même comparé au BEV, c'est aussi de confirmer la ségrégation. On est dans une médecine personnalisée aujourd'hui, y compris dans ces tumeurs extrêmement instables du point de vue génomique, avec des altérations dans tous les sens. Il n'empêche que malgré ça, on arrive à séparer 2 populations. Il va falloir qu'on réponde à la durée de la maintenance. J'espère qu'on y arrivera au travers d'études académiques. La maintenance optimale, on essaye de l'évoquer dans 2 essais randomisés en cours. Le bras contrôle des populations HRP n'est pas complètement résolu. Les résultats de survie globale de PRIMA nous aideront à définir quel sera le meilleur groupe contrôle. Et puis enfin, les immunothérapies associées aux inhibiteurs de PARP va être la question qui va arriver dès l'année prochaine. En effet, on a vu dans des séries précliniques, mais aussi des données rétrospectives et des données de phase 2, que possiblement l'instabilité génomique et les mutations de BRCA peuvent, au travers d'une augmentation des néoépitopes, engendrer une meilleure efficacité des inhibiteurs de PARP dans ces populations. Donc, on va avoir, au travers des 4 études de phase 3 qui sont en cours, les résultats de rajouter une immunothérapie aux inhibiteurs de PARP ou à la combinaison d'un inhibiteur de PARP plus le bevacizumab, avec 2 écoles qui peuvent s'affronter. Celle de dire, puisque les HRD positives sont probablement les meilleurs candidats à l'immunothérapie, c'est dans le groupe HRD positif qu'on va voir un bénéfice, mais en même temps, le step des inhibiteurs de PARP dans cette population a été tellement grand que de rajouter uniquement l'immunothérapie pour réobtenir une étude positive me semble complexe d'un point de vue statistique, ou au contraire se dire, puisque dans les HRD négatifs, les PARP ne marchent pas très bien, peut-être que les immunothérapies arriveront à placer leur bille. De toute façon, fin 2023, nous aurons les résultats à cette question. Alors maintenant, si on veut essayer d'adresser d'autres questions, le gros avantage d'aller dans la rechute, c'est que malheureusement, une fois que les patients ont rechuté, ils vont rechuter à plusieurs reprises et on va donc avoir des populations qui vont nous permettre d'aborder les questions, notamment du traitement après PARP. Et c'est vrai que si on utilise le bevacizumab et les PARP en première ligne, qu'est-ce qui nous reste pour ces patients? Il faut donc qu'on travaille.
Alors, la première question quand même, c'est est-ce qu'il y a une place pour le rechallenge au BEV? Et c'est vrai que la question est résolue avec l'étude MITO 16, qui est une étude positive qui a confirmé que le BEV fonctionne alors que les patientes ont été pré-traitées par BEV pour plusieurs raisons, y compris le mécanisme d'action du BEV qui, dans son rôle, a aussi la possibilité d'augmenter l'efficacité de la drogue à laquelle il est combiné en favorisant la normalisation des vaisseaux. Donc, cette question est résolue, même si malheureusement, le remboursement de BEV après BEV ne l'est pas. Il n'empêche qu'on sait que ça marche. Pour les inhibiteurs de PARP, c'est un peu plus compliqué, même si on a des arguments pour penser que PARP après PARP peuvent marcher. On s'est rendu compte avec l'étude Oreo, qui a été rapportée par Éric Pujade-Lorraine il y a maintenant un an et demi, que ce résultat n'était pas si simple. Dans Oreo, on a inclus des patientes qui avaient progressé sous PARP, qui répondaient à un sel de platine et pour lequel on essayait de maintenir l'efficacité du platine avec ce nouveau PARP. Et on voit très bien dans la population mutée BRCA une étude statistiquement significative, cliniquement peu relevante, avec finalement seulement 20% des patients dans le bras olaparib qui, à 1 an, étaient toujours sous inhibiteur de PARP, mais une grande majorité des patients qui ont progressé extrêmement vite. L'étude donne exactement les mêmes résultats dans la population non BRCA et comme toujours en situation de rechute, que les patients soient HRD positifs ou HRD négatifs, vous voyez, l'amplitude du bénéfice est le même. Par contre, on voit bien qu'à 2 mois, plus de 50% des patients étaient déjà en progression. Donc, cette progression sous inhibiteur de PARP rend difficile le rechallenge par PARP. Alors, est-ce que il faut qu'on repose des questions d'une manière un peu différente? Je pense. Un des challenges du futur va être de redéfinir les endpoints en situation de rechute avec de la maintenance. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir l'OS? Est-ce que la PFS avec la qualité de vie pourrait être suffisante? Ça me paraît intéressant parce qu'effectivement, la qualité de vie en situation de rechute prend encore plus d'importance chez des patientes qui savent que finalement, elles décéderont de leur pathologie. Se pose aussi la question de mieux identifier les candidats et c'est vrai qu'avec Ariel 2 Oreo, on a maintenant quasiment l'information que beaucoup de ces patients avaient des mutations de réversion de BRCA et c'est peut-être la réintroduction de PARP qui n'ont pas de patients qui n'ont pas progressé sous PARP qui sera la meilleure question à venir. Pourquoi ne pas reposer la question de la combinaison du BEV et du PARP chez ces patients pré-traités par PARP pour lesquels on pourrait peut-être s'affranchir des mécanismes de résistance liés à la réaction desmoplastique du stroma. Il me semble qu'en situation de récidive, du point de vue statistique, surveiller la ligne suivante est importante et nous permet de mieux quantifier le bénéfice et peut-être de mieux vérifier la longévité de l'efficacité. Et puis enfin, cette maintenance jusqu'à progression en situation de rechute, j'aurais tendance à la remettre en question et à poser la question d'une maintenance fixe, a fortiori si on arrive à démontrer que les patients répondent mieux au traitement quand ils ne progressent pas sous PARP. C'est au moins une des questions que j'aimerais adresser à court terme. Alors maintenant, au-delà de ces questions de stratégie, les questions de biologie. Et la première chose, c'est comment restaurer cette sensibilité aux platines et aux PARP qui est juste extraordinaire en première ligne. Alors, il y a différentes manières de l'aborder. On a déjà vu un peu ensemble, en combinant avec l'immunothérapie, on aura la réponse l'année prochaine, je ne vais pas y revenir. Les anti-angiogéniques, Paola l'adresse d'une certaine manière, on pourra en discuter. On va essayer de voir si le micro-environnement est un moyen qui pourrait nous permettre d'optimiser l'efficacité du futur. Alors, on commence par les choses qui fâchent. Quand on veut dire micro-environnement, aujourd'hui, on parle d'immunothérapie. On se prend dans la figure plusieurs phases 3 plus négatives les unes que les autres, y compris avec des immunothérapies qui ont montré leur efficacité dans d'autres modèles tumoraux, y compris en combinaison avec le bevacizumab, si on pense à Imagine et à Atalante, avec des chimiothérapies qui sont pourtant capables d'induire des morts cellulaires. Donc,
peut-être que la question, elle doit être adressée sur d'autres manières, et notamment sur la réponse adaptative, sur les techniques de vaccination et sur des molécules capables d'induire une réponse immune. Alors, on a des essais en cours et qui seront peut-être d'intérêt et qui ont l'intérêt en situation de rechute de aussi peut-être préparer, vous le verrez, ces populations dites HRP sur lesquelles il faut qu'on travaille à court terme. Alors, peut-être la plus ancienne, celle qui est la plus difficile à mettre en perspective pour le futur, mais qui est quand même intéressante, c'est la combo PD-1-CTLA4, qui a montré dans une étude de phase 2 randomisée qui incluait des patients sensibles et résistants, un taux de réponse bien meilleur avec la combinaison qu'avec la monothérapie, des données de PFS qui étaient elles aussi statistiquement significatives, même si vous voyez que la PFS de la combinaison reste quand même très faible dans un groupe où il y a des platines sensibles quand même, des données de survie globale un peu meilleures, mais qui aujourd'hui, à la lumière d'INEOV, qui a aussi essayé d'adresser cette question en situation néoadjuvante, rendent les choses un peu plus compliquées à mettre en perspective, notamment en l'absence de biomarqueurs, puisqu'il n'y avait pas de corrélation avec l'expression de PDL1 et que, a priori, aucun biomarqueur n'a été réellement identifié. Donc, c'est vrai que le futur de cette combinaison, à part dans certains sous-groupes, peut-être comme les cellules claires, me paraît plus compromise. Le point plus intéressant peut-être, c'est de faire venir la réponse immune en utilisant un anticorps bispécifique comme l'Ubatamab a été montré à l'ESMO cette année, qui va faire le pont entre les cellules cancéreuses qui expriment MUC16, CA125, et une réponse T au travers des CD3. Le résultat de cette première étude est assez encourageante. Vous voyez, avec une durée de réponse qui est de l'ordre de 12 mois, en situation de cancer de l'ovaire résistant, est plutôt rassurant et encourageant pour le futur. Dans les anticorps, on a aussi l'oregovomab que j'avais mis très facilement à la poubelle après 2 grandes études de phase 3 complètement négatives en situation de maintenance. Donc, les patientes avaient répondu à une première ligne de chimio, on essayait sur une maladie résiduelle minimum d'obtenir une réponse. Et puis, il y a une phase 2 randomisée qui est arrivée en combinaison avec la chimiothérapie qui montre des résultats, vous le voyez, sur des petites cohortes de patients, mais de PFS et d'overall survival qui sont particulièrement intéressants et pour lequel les Américains sont partis en phase 3 sur des patientes qui sont non BRCA, puisqu'il n'y a pas de BEV ni de PARP dans cette population, mais qui est intéressante à poser. Je regrette le fait qu'il n'y ait pas de BEV parce que je pense qu'on peut encore optimiser la combinaison, surtout qu'elle est peu toxique. Et puis, les HRD positifs sans PARP, ça va être un peu compliqué de répondre à la question. Pour nous, en France, on est sur des techniques de vaccination, c'est-à-dire qu'on va encore plus sélectionner la population en faisant appel à une réponse HLA, et c'est le programme TEDOVA qui utilise un vaccin multi-épitope dirigé contre des antigènes tumoraux comme l'ACE-R2, mais aussi des protéines tumorales comme P53. Afin d'optimiser cette réponse, on sélectionne une réponse HLA-A2, donc à peu près 50% de nos patients. Et là encore, pour optimiser les techniques d'efficacité de la vaccination, on rajoute du pembrolizumab. C'est une étude de phase 2 randomisée qui est en cours et qui promet d'être intéressante. Dans les autres techniques de vaccination un petit peu plus compliquées, mais qui sont d'intérêt, on a les vaccinations autologues qui utilisent le matériel tumoral du patient, pour lequel, avec des techniques de transfection, on induit
une présentation antigénique. Là, il y a une petite manipulation avec des RNA silencing pour optimiser une réponse en diminuant la réponse TGF-bêta et des résultats sur les premières études de phase 2 qui, all comers, vous voyez, sont pas si évidentes, mais qui ont l'air d'être très intéressantes quand les patients ne sont pas mutés BRCA, c'est-à-dire moins sensibles finalement aux sels de platine, et pour lequel on a réussi à obtenir un nombre de cellules actives suffisamment conséquent. Et c'est vrai que l'analyse en sous-groupe dans la population HRD négative donne des résultats, encore une fois, petite population, mais qui sont encourageants et pour lequel j'encouragerais volontiers l'étude dans cette population. Si vous regardez les données de PFS, on est largement concurrent de ceux que l'on a vus dans PAOLA, dans le bras contrôle. Une dernière technique qui est encore un peu plus élaborée, un peu plus toxique aussi, qui va induire une réponse, là encore immune CD4, CD8, au travers d'un groupage HLA-2 positif, mais aussi MAGA4. C'est le programme SPIR T-cell qui est déjà utilisé dans les synovialosarcomes avec des résultats intéressants. Et vous voyez que dans l'étude de phase 1, on a notamment des ovaires qui répondent plutôt très bien avec une technique d'utilisation des inhibiteurs d'AKT pour optimiser la durée de réponse. Et malgré des toxicités non négligeables, hein, il y a un syndrome de relargage cytokinique qui est important, la nécessité d'épléter en lymphocytes, donc c'est un peu lourd. Mais là encore, c'est une étude qui va, j'espère, ouvrir en France et pour lequel il sera important de la proposer à nos patients. Enfin, l'activation et l'expansion des cellules de la réponse immune, les CD8, mais pas seulement, les cellules NK, en utilisant cette molécule, la nemvaleucine, qui est une molécule qui va permettre, vous voyez, c'est assez bien représenté sur le schéma, la possibilité de pousser l'IL2 à activer les CD8 et les NK plutôt que les Treg, et donc d'induire une réponse immune et de diminuer l'immunomodulation induite par les Treg. Et effectivement, la monothérapie et en association avec le pembrolizumab a donné des résultats tout à fait intéressants, notamment dans les populations ovariennes. Et c'est pour ça que l'étude Artistry va démarrer en France pour essayer de proposer cette alternative de combinaison de monothérapie aux patients atteints d'un cancer de l'ovaire. Les autres moyens et la grande population qui va arriver, et là, il faut qu'on s'y attelle, ce sont la population des anticorps conjugués. Alors, on a le principe de l'anticorps conjugué, vous faites tous de la cancérologie, donc vous connaissez, je ne veux pas rentrer dans les détails. En matière de cancer de l'ovaire, les cibles qui semblent être les plus intéressantes aujourd'hui sont les récepteurs au folate, les récepteurs au sodium NaPi2b, la mésothéline, TROP2, MUC16, on l'a un petit peu évoqué, peut-être le tissu facteur et plus récemment la cadérine 6, sur lequel Daiichi met en place un programme particulièrement intéressant. Alors, ces anticorps conjugués se présentent tous de la même façon. Sur quoi il faut focuser? Effectivement, la target, puisqu'elle va conditionner quand même la plupart du temps la réponse au traitement. Le linker est quelque chose qui me paraît peut-être un peu moins relevant en termes de comparaison d'anticorps. Le payload, avec son mécanisme d'action, on a essentiellement des antitubulines jusqu'à présent, mais on va voir arriver des inhibiteurs de la topoisomérase. Et moi, je suis assez contente de voir ces nouvelles molécules. En effet, une des raisons de l'échec du topotécan est essentiellement liée à sa toxicité. Le DAR, donc le nombre de molécules attachées à l'anticorps a son importance possiblement, et ça, Upfitimab va nous le dire, puisque c'est celui qui aujourd'hui a le plus grand DAR, et puis l'effet bystander sur lequel on pourra revenir en discussion. Si on regarde les récepteurs au folate, la première étude de phase 3 qui était négative dans le all commerce vient d'être plutôt
rassurante lorsqu'on a réussi à cibler la population d'hyperexpression des récepteurs au folate avec cette étude Soraya qui a donné l'opportunité au mirvetuximab d'être disponible aux US. On attend pour l'Europe les résultats de la phase 3 confirmative qui, j'espère, le sera et nous donnera accès à cette molécule. Et puis donc, on a deux autres anticorps qui ciblent les récepteurs au folate qui sont en train d'arriver dans le cancer de l'ovaire, un autre aussi dans le cancer de l'endomètre, où vous voyez que là encore, on voit une efficacité de ces molécules avec peut-être intéressant pour le MORAB, peu de différence entre le niveau d'expression, c'est ce qui fera peut-être la différence avec le mirvetuximab, et par contre, une efficacité corrélée pour la molécule de Sutro. Les questions qui vont donc se poser pour ces molécules, c'est leur efficacité post-PARP. Et effectivement, j'ai été très contente de voir dans l'étude Soraya le taux de réponse des patientes qui étaient pré-exposées au PARP, qui est plutôt rassurant et qui va dans le sens de trouver des alternatives chez des patientes qui progressent sous PARP. L'autre question pour ces molécules, c'est la combinaison. Et là encore, le mirvetuximab combiné au bevacizumab dans cette étude de phase 2 donne des taux de réponse, vous voyez, qui sont tout à fait encourageants et qui révèlent à nouveau le rôle du BEV qui est d'optimiser l'efficacité des molécules. Et si on regarde les médianes PFS en sensible et en résistant, on voit un intérêt qui va donc nous pousser à qu'est-ce qu'on va faire de cette molécule? Est-ce qu'on va la mettre en première ligne en combinaison avec le BEV dans les populations HPV? Est-ce qu'on va poser cette question en platine sensible? C'est probablement ce qui va arriver pour des raisons de stratégie et d'attente des résultats de phase 3, mais voilà la question qui va se poser. L'autre anticorps qui est très à la mode en ce moment, c'est le NaPi2b, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Il cible le récepteur au sodium qui n'a pas de rôle oncogénique, hein, contrairement à d'autres récepteurs comme R2 ou les récepteurs à la mésothéline, par exemple. Mais lui aussi, on voit un gradient d'expression de NaPi2b qui va être, à mon avis, relevant pour juger de l'efficacité. Et les premiers résultats, vous voyez, dans des ovaires réfractaires ou résistants, sont plutôt favorables avec un grand nombre de patients qui répondent, et notamment dans la population dite NaPi2b high, pour lequel va donc se poser la question du développement de cette molécule. Alors, la question pour cette molécule, c'est faut-il la développer en situation de résistance, comme on est en train de le faire dans la phase 2, qui vient d'arrêter le recrutement et pour lequel on aura les résultats l'année prochaine, ou faut-il, comme le récepteur au folate, le mettre en maintenance chez des patients en situation sensible? C'est la phase 3 qui va démarrer. Je pense que là, le profil de tolérance et l'incidence de l'hyperexpression de NaPi2b vont être les deux points qui vont nous permettre de définir la meilleure place de cette molécule. Le DS6000, alors effectivement, la cadérine 6 fait partie de la famille des cadérines avec un rôle dans l'adhésion cellulaire, peut-être un rôle dans la transition épithélio-mésenchymateuse, hein, qui nous intéresse beaucoup dans les mécanismes de résistance au traitement, mais avec un rôle qu'il faut bien le reconnaître, n'est pas clairement élucidé. Quoi qu'il en soit, elle est, comme vous le voyez, surexprimée dans les cancers de l'ovaire et les cancers du rein, avec une expression qui a été recherchée dans les séreux. Je n'ai pas trouvé l'information dans les tumeurs rares, si l'un d'entre vous se pose la question. Quoi qu'il en soit, l'étude de phase 1 rapportée à l'ASCO cette année montre des résultats très encourageants, notamment dans les populations ovariennes. Et on va voir arriver une étude de phase 2 randomisée et de phase 3 en 2023 et 2024 en utilisant l'expression de la cadérine comme moyen de sélection des patients. L'autre moyen, qui est le plus compliqué à mon avis, c'est pour ça que j'ai terminé par ça, parce qu'il est loin d'être simple, c'est le moyen de répondre à la résistance au PARP. Alors, si on prend
les données de la littérature et on va être assez didactique. J'espère ne pas être trop didactique pour vous. Le premier moyen, c'est de contrer la restauration de l'activité de recombinaison homologue qui, de manière directe ou indirecte, réapparaît. Alors, comment on le sait? Parce qu'on l'a vu, ça a été publié, c'est des papiers auxquels j'ai eu la chance de participer et je suis très fière d'être dans les auteurs, même si c'est surtout ma contribution en incluant des patients qui m'a permis d'y être. Il n'empêche que ces mutations de réversion de BRCA ont montré leur évidence dans les papiers d'Ariel 2 et de la studie 10 et avec un impact immédiat sur l'efficacité des inhibiteurs de PARP, en sachant qu'elles touchent BRCA, mais aussi RAD51. On a aussi montré qu'il y avait un rôle dans la déméthylation qui, elle aussi, diminue l'efficacité des inhibiteurs de PARP et sur lequel il est effectivement important d'essayer de travailler. Un point, je vais être provoque, mais je suis une clinicienne, un moyen de lutter peut-être contre les mutations de réversion, c'est d'empêcher l'émergence de clones et à ce moment-là, le chirurgien ou le traitement local, que ce soit de la radiothérapie ou de la radiofréquence, peut éventuellement être une bonne stratégie. Et c'est cette étude rétrospective qui a été montrée par Thibaut Gauduchon à l'ESMO cette année, où on a vu que, alors que les patientes progressaient de manière oligométastatique sous inhibiteur de PARP, le traitement local a permis la réefficacité de l'inhibiteur de PARP pendant plus d'1 an. Et dans ces populations où on voit bien que les inhibiteurs de PARP n'induisent pas une efficacité des lignes ultérieures, finalement, prolonger le PARP le plus longtemps possible peut être une stratégie, sachant que la deuxième progression sera moins chanceuse en termes d'efficacité jusqu'à ce qu'on trouve des nouvelles drogues. L'autre moyen, c'est de repasser par des médicaments et dans ces cas-là, d'essayer de s'affranchir de cette restauration de la réparation par jointure qui est mise en évidence quand la réparation homologue est déficiente ou les anti-angiogéniques. Alors, cette réparation, elle passe par des mécanismes qui induisent Pol-θ, Pol-Q, et pour lequel on a, au travers des récentes publications, notamment en utilisant un antibiotique qui est le novobiocine, on a vu des modèles précliniques qui synergisent les inhibiteurs de PARP dans ces conditions de mutation, de réversion. Et c'est peut-être un des points les plus intéressants pour l'avenir. L'autre, c'est celui de l'angiogénèse. Alors, on en a beaucoup parlé, donc je vais rester assez peu laconique, mais juste pour vous montrer que dans les populations BRCA wild type, rajouter un inhibiteur de l'angiogénèse à un inhibiteur de PARP optimise l'efficacité du PARP. C'est un des principes de Paola. Après, c'est un peu plus compliqué de le démontrer. Stéphanie Lheureux, dans cette étude, avait, chez des patients qui progressaient sous PARP, proposé une introduction du cédiranib et vous voyez que la réversion de la résistance n'est pas si évidente à mettre en évidence. Et effectivement, quand elle a regardé au niveau des analyses moléculaires, on voit que la majorité de ces patients avaient des mutations de réversion, qu'il y avait des amplifications des cyclines qui sont apparues et je ne suis pas sûre que les anti-angiogéniques soient le traitement de référence pour travailler sur l'apparition de ces cyclines E amplifiées. L'autre moyen, c'est la voie PI3K. Vous savez qu'il y a une activation de ERK qui va potentiellement rendre, lorsqu'on bloque PI3K, plus sensible aux inhibiteurs de PARP. On a cette belle étude de phase 2 publiée avec l'olaparib et l'alpelisib qui a montré des résultats assez intéressants, notamment au-delà des mutations de BRCA. Et donc, tout naturellement, l'étude EPICO, qui est encore ouverte actuellement aux inclusions, sur lequel, pour des patients sans mutation de BRCA, on pourrait y revenir parce que j'ai trouvé le rationnel peut-être un peu léger, essayer
de positionner ces inhibiteurs de PARP qui, en situation de résistance, sont rarement très efficaces grâce à la réversion enfin, pas la réversion, mais grâce à un PI3K sélectif associé. La mitigation du stress réplicatif, passe par effectivement un point très important, puisque c'est en voulant réparer ces anomalies qu'on va stabiliser les fourches de réplication et donc essayer de réparer. Et donc, si on arrive à travailler là-dessus, on pourra empêcher la cellule tumorale de se réparer et donc de mourir. Alors ça, c'est la réalité. Maintenant, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a quand même quelques données, et notamment, on a révélé ces dernières années le rôle de la gemcitabine dans ces populations qui ont un stress réplicatif particulièrement élevé. Et on a vu notamment avec les données de Konstantinopoulos qu'effectivement, qui voulait combiner la gemcitabine avec un ATR inhibiteur, que finalement, quand on est dans des populations qui ont un stress réplicatif élevé, la gemcitabine toute seule est peut-être suffisante, alors qu'au contraire, sur des populations pour lesquelles il n'y a pas de stress réplicatif important, la triplette pourrait être d'intérêt. Donc ça, c'est assez joli. On a aussi vu que, effectivement, les ATR inhibiteurs et les check-one inhibiteurs pouvaient réverser la stabilisation de WEE1 et donc rendre les cellules sensibles à cette thérapie, instaurant un inhibiteur de WEE1 et un inhibiteur de PARP, ou un inhibiteur de WEE1 et la gemcitabine. Et c'est effectivement les données publiées par Stéphanie Lheureux et Cathy Moore sur ces combinaisons qui semblent quand même extrêmement intéressantes, avec des données de survie dans cette population à pousser, enfin tout du moins à développer pour le futur. WEE1 et la PARP, il y a aussi des arguments pour penser à la synergie. Et là, on a des données précliniques qui sont d'intérêt et surtout une étude forte de phase 2 randomisée qui a évalué l'adavosertib avec l'olaparib versus l'adavosertib sur une population qui mélangeait des platines sensibles, des platines résistants, des BRCA mutés, des BRCA non mutés. On voit des données assez intéressantes d'efficacité, un peu dans les BRCA mutés, beaucoup dans les BRCA non mutés, qui sera peut-être effectivement la population d'intérêt. Par contre, des données de toxicité à la combinaison qui ne sont pas négligeables, qui font que ce WEE1 inhibiteur qui avait montré des résultats spectaculaires en combinaison avec le carboplatine dans les réfractaires au carboplatine n'a pas, à mon sens, encore trouvé sa place, notamment parce que les mécanismes de résistance aux inhibiteurs de PARP étant multifactoriels, si on n'identifie pas en amont le mécanisme, au moins pour la majorité des clones tumoraux présents, on va avoir du mal à mettre en évidence son efficacité. Un point qui est important, et c'est celui de définir cette résistance. Et j'ai dû faire l'exercice pour une présentation il y a peu de temps. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'on a des primary refractory, qui sont des patients chez lesquels on a 0 réponse, et c'est notamment les platines réfractaires, mais aussi les platines résistants. Les biomarqueurs, c'est une partie des HRD négatifs. Les amplifications des cyclines, des altérations sur des gènes suppresseurs comme NF1, RB1, ça c'est des domaines, c'est plutôt du préclinique qui nous fait penser ça. Ensuite viennent les résistances secondaires qui sont liées aux mécanismes qu'on vient d'évoquer ensemble, comme les mutations de réversion, la perte de la méthylation, peut-être aussi des altérations sur les gènes ABCB1 qui activent les pompes et flux, mais aussi les réactions stromales, on pourra y revenir.
Et du coup, il y a une troisième population qui est celle de la résistance délayée, c'est-à-dire retardée, où en fait, les patientes vont progresser après l'arrêt des PARP, pouvoir être challengées par un PARP. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on apprenne à définir, comme on l'avait fait pour les platines, un temps avec un intervalle libre sans inhibiteur de PARP. Un petit mot avant de m'arrêter sur les autres cancers. Vous savez que les séreux de haut grade représentent une grande partie de nos cancers, mais on a beaucoup de tumeurs rares qui ont des altérations moléculaires différentes, peut-être qui sont plus jouables en termes de targeting, parce que c'est cette anomalie moléculaire qui drive l'oncogénèse plus que l'instabilité génomique. Et c'est dans ces populations-là où, à mon avis, il faut à tout prix qu'on développe ce qui me paraît être le plus intéressant, c'est-à-dire des essais basket drivés par le moléculaire, comme on essaye de le faire avec Bouquet, avec une certaine liste de molécules, mais il y a largement d'autres molécules d'intérêt et développer des bouquets dans tous les sens me paraît être l'avenir le plus intéressant. Donc, si je veux conclure sur le futur, les mutations de réversion, à mon avis, doivent être intégrées dans la recherche systématique du quotidien, peut-être même sera un facteur de stratification. Les mécanismes de résistance au PARP doivent être compris. C'est le problème le plus compliqué. Vous voyez qu'au travers des essais thérapeutiques, on a énormément de nouvelles stratégies qu'il faut qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire, qui reste un cancer de mauvais pronostic, mais savoir quel ADC ou quelle technique de vaccination sera la plus efficace. N'étant pas devin, je ne vous cache pas que j'aurais besoin, comme vous, des essais thérapeutiques pour répondre à la question. Et c'est pour ça que je vous encourage à inclure vos patients dans les essais thérapeutiques pour qu'on aille le plus vite possible et que le futur du cancer de l'ovaire dans 2 ans soit des diapositives complètement différentes de celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle. Le temps que des questions remontent de la part des personnes qui ont assisté. Moi, j'ai quelques petites questions. Peut-être d'abord pour prendre un peu de recul sur le cancer de l'ovaire. Alors, il y a énormément de choses intéressantes. Juste sur les questions sur la prévention des cancers de l'ovaire, la prévention primaire, la prévention secondaire. La prévention primaire, tu nous as montré dans les premières diapos justement que l'incidence baissait aux États-Unis sur les données du CIR et sur les données françaises, probablement grâce à la pilule œstroprogestative. Mais aux États-Unis, ils arrêtent la pilule œstroprogestative. Enfin, les femmes sont passées de plus en plus à la microprogestative ou à d'autres façons. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse remonter le cancer de l'ovaire à terme? Et est-ce que tu aurais des idées? Est-ce qu'il y a des actions à mener au niveau de la prévention primaire pour éviter que les cancers arrivent? Et la question qui viendra derrière, c'est sur la prévention secondaire, donc le dépistage. Si tu peux nous aider un petit mot sur les essais cliniques qu'il y a eu. Alors, effectivement, et ce n'est pas qu'aux US, hein, c'est pareil en Europe, hein, effectivement, les jeunes générations ne veulent plus des pilules, donc elles sont toutes sur des stérilets, enfin en majorité. Donc peut-être. Après, moi, j'espère quand même que ce dépistage BRCA a pris une telle amplitude qu'on va aussi bénéficier de la réduction du risque de cancer de l'ovaire grâce au dépistage des patientes à haut risque sur les mutations BRCA, RAD51, PALB2. Donc, en fait, je ne suis pas sûre qu'on va voir une remontée, notamment parce qu'on ne verra plus de cancer de l'ovaire, enfin j'espère avant que je parte à la retraite, dans les populations BRCA. Je n'ai pas voulu faire des dépistages, tu as raison. La dernière étude qui a été publiée l'année dernière est encore négative. CA125 échographies ne servent à rien pour dépister les cancers de l'ovaire, pour tout un tas de raisons qui s'expliquent bien. Hein. Donc, il faut qu'on travaille. Et c'est vrai qu'on a répondu à un appel d'offres au niveau français avec les Italiens et d'autres pays sur Horizon 2022, mais qui était un peu prématuré, pour essayer de faire du dépistage en utilisant les mutations P53 à partir du frottis des patientes qui se font dépister pour le cancer du col. Simplement, il y a des ajustements à faire, c'est très compliqué puisque les mutations P53 augmentent avec l'âge. Donc, je pense qu'on n'est pas encore complètement au point, mais on y va.
Et j'avoue que je suis assez contente. Ça sera probablement beaucoup plus pertinent que l'ADN circulant, qui, on vient de le voir avec nos techniques actuelles, est tellement corrélé à la masse tumorale qu'au final, le scanner parle plus que l'ADN circulant. Largement, oui, effectivement. Nous, l'ADN circulant, on en a très peu sur des maladies très avancées, même des stades 3, des stades 4. C'était pas génial. J'avais une question, tiens, il y a une question sur le chat. Est-ce que le cancer de l'ovaire peut être d'origine virale, comme le cancer du col de l'utérus? Alors, non, a priori. Je suis en train de réfléchir s'il y a des sous-types de cancer de l'ovaire hyper rares dans lesquels il pourrait y avoir un rôle de l'EBV. Non, parce que ça va faire des lymphomes. Globalement, il n'y a pas de raison. Après, quand on voit quand même l'ADN viral et sa capacité à pénétrer nos cellules, il faut répondre non. Hein. Il faut répondre non, mais on retrouverait des morceaux d'ADN viral dans le matériel tumoral, l'ADN tumoral, je ne serais pas surpris. J'ai un trou, ça me faisait penser à autre chose, mais c'est pas grave. Il y avait une autre question, en attendant que ma question me revienne. Pourquoi le cancer de l'ovaire est-il un cancer DNA damage? Alors, effectivement, je n'ai pas fait beaucoup de biologie. J'aurais peut-être dû en faire un peu plus. On a dans les cancers séreux de haut grade, hein, il ne faut plus dire le cancer de l'ovaire. Parce qu'il y a des cancers de l'ovaire. Vous avez vu, et quand vous voyez un cancer séreux de bas grade, ça ressemble plus à un cancer du sein hormonosensible qu'un cancer de l'ovaire séreux de haut grade. Donc, mais je vais parler du cancer séreux de haut grade. Entre les mutations de P53 et ensuite celles qui arrivent assez rapidement, BRCA, vous avez une instabilité génomique et se crée tout un tas d'altérations qui font que comme les cellules n'arrivent pas à se réparer, elles sont instables du point de vue génomique. Et si vous regardez à l'époque, quand j'étais petite, on montrait les chromosomes. On voyait non pas l'instabilité que Étienne Rouleau nous montre régulièrement quand on parle du test HRD ou Marc-Henri Stern, mais des chromosomes dans tous les sens avec des 4 chromosomes au lieu de 2, 3 chromosomes. Il y a vraiment, effectivement, de par cette problématique de P53 et des gènes de la recombinaison homologue, une altération majeure de nos capacités de réparation. J'espère que je suis claire. Ce n'est pas une question facile. En l'occurrence, je suis bien content. J'essaye de la répondre de manière simple. Après, si je peux rajouter un petit truc là-dessus, il y a un truc qui est fascinant, c'est que c'est des tumeurs qui sont instables sur le plan génomique parce qu'elles ont une inactivation de BRCA. Mais par contre, si vous regardez les profils génomiques, justement les altérations de nombre de copies que tu as expliquées, elles restent les mêmes dans l'histoire de la maladie de la patiente. Si vous refaites des biopsies, c'est toujours les mêmes profils. Et ça, c'est assez troublant. Comme s'il y avait eu un moment, une explosion de la stabilité qui ensuite s'est stabilisée. Et c'est assez étonnant. Ça, c'est assez incompréhensible pour moi. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme de cicatrice, hein, parce que c'est effectivement, tout à fait. Comme sur notre peau, à un moment donné, la peau a été blessée, elle ne sera plus jamais la même. Moi, j'ai juste il y a une question sur le MSI, ouais. il faut qu'on lui réponde. Ce n'est pas la même chose, en fait. C'est Non. aussi un mécanisme de réparation de l'ADN. Et même les tumeurs MSI dans le cancer de l'ovaire, alors c'est extrêmement rarement des séreux de haut grade. Enfin, moi, je ne me souviens pas en avoir vu. C'est des endométrioïdes. Donc, c'est une des histologies un peu différentes. Et ce n'est pas les mêmes. Par contre, il y a dans les MSI, vous pouvez voir, comme ils sont ultra mutés, vous pouvez voir des anomalies que vous retrouvez, et notamment des mutations de BRCA. Donc, du coup, ça nous pollue un petit peu notre interprétation des anomalies génomiques, mais ce n'est pas la même chose. J'avais une petite question, pour un petit commentaire, sur la fameuse chimiosensibilité, la définition de la platine sensibilité à 6 mois.
c'est quelque chose qui date du début des années 90, où on disait les patientes qui ont reçu à plus de 6 mois du dernier platine sont platine sensibles, il faut refaire du platine. Et est-ce que tu as un commentaire là-dessus sur est-ce que 6 mois, ça reste toujours vrai? Est-ce qu'en dessous de 6 mois, c'est platine sensible? Est-ce que 6 mois reste toujours vrai quand on a reçu un PAP? Alors, c'est une très Qu'est-ce qu'on bonne. en fait maintenant qu'on allonge la PFS? En fait, c'est exactement comme le test HRD. On a mis 6 mois, mais c'est un gradient, continu. C'est-à-dire que quand vous regardez, pourquoi on a mis 6 mois? Parce qu'au-delà de 6 mois, le taux de réponse à remettre un platine était de l'ordre de 30%, et c'est ce qui nous paraît, nous, cliniciens, relevant pour le faire. Et en dessous de 6 mois, c'était plutôt de l'ordre de 15-20%. Donc, on trouvait que ce n'était pas pertinent, mais c'est juste du bon sens. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé cette analyse pour définir une résistance chez des patients qui n'avaient pas vu de platine depuis 2 ans. Parce qu'ils avaient eu leur première résistance, on leur avait fait du Taxol, qui avait très bien marché. Après, on leur a fait de la gemcitabine qui a très bien marché. Et quand on a réintroduit le platine 2 ans après, ploum, bingo, 50% de taux de réponse. Donc, du coup, on s'est quand même rendu compte que la résistance aux platines, et j'espère qu'on fera la même démonstration avec la résistance au PARP, elle est aussi liée à la temporalité. Et du coup, partant de là, on a refait des études avec les nouveautés et les médicaments qui sont à notre disposition. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'avec les nouvelles options, dont la chirurgie, les patients qui progressent 3 mois après un platine, et ben finalement, dans certaines circonstances, ces patients pourraient être des bons candidats au platine. Et moi, intuitivement, je le faisais déjà pour certains patients où on voyait que la résistance aux platines, elle avait été en partie liée aux pratiques médicales, notamment l'intervalle entre la chirurgie intervallaire où on a arrêté la chimio pour différentes raisons, comme une embolie pulmonaire, le patient a eu une chirurgie intervallaire 8 semaines après au lieu de 3 semaines, et derrière les complications chirurgicales, bref. Et dans ces situations-là, qui ne sont pas des vraies résistances aux platines, où le patient progresse réellement sous son sel de platine, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est pour le platine. Et en plus, là, tu es en train de dire un truc, c'est que je ne réintroduis pas un platine seul, je réintroduis une combinaison la plupart du temps. Or, la combinaison fait mieux que la monothérapie, ça on le sait. Et dans cette combinaison, il y a tout un tas de molécules qui vont être capables d'atteindre différents mécanismes de l'oncogénèse. Dans les PARP, c'est tout autre chose parce que sous PARP, on a réintroduit des platines et on a regardé, on a eu l'impression avec Solo 2 quand même que ça ne marchait pas très bien, même s'il y a des biais méthodologiques. Et la question qu'on voudrait reposer, c'est de réintroduire un PARP. Et là, on est beaucoup moins, à mon avis, c'est comme une frappe chirurgicale et une énorme bombe atomique. On n'a pas les mêmes mécanismes avec une thérapie ciblée pour adresser une résistance. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais je retiendrai que j'espère qu'avec Paola, on va pouvoir montrer qu'effectivement, les patients qui ne progressent pas sous PARP répondent aussi bien aux platines qu'ils le faisaient par le passé et que du coup, ces patients-là seront très bons candidats à la réintroduction d'un PARP en situation de sensibilité. Il y a deux questions qui sont proches, qui sont l'hérédité. Est-ce que le cancer de l'ovaire peut être héréditaire? Est-ce que les mutations peuvent être germinales, comme dans le cancer du sein? Alors oui, les mutations, notamment BRCA1 et 2, mais on a aussi des mutations de RAD51, PALB-B2, oui, elles sont héréditaires et il faut les traquer. Il y a une question que je me pose. Vous avez vu que dans Solo 1, on a des résultats excellents du bras expérimental, alors que notre bras contrôle est vraiment catastrophique, ce qui n'est pas le cas dans Paola. Et une des raisons de cette absence de différence, au-delà du fait que les deux populations ne sont pas les mêmes, c'est que dans Solo 1, on n'a que des populations germinales, alors que dans Paola 1, on a une grande majorité de somatiques. Et du coup, il y a une question qu'on n'a pas adressée aujourd'hui, qui est la longévité des cancers de l'ovaire
avec une mutation somatique versus une mutation germinale. On a montré qu'ils avaient la même efficacité en termes de sensibilité aux platines ou de sensibilité au PARP à court terme. Mais comme BRCA, il faut travailler sur du long terme, c'est vraiment quelque chose. Et malheureusement, dans PAOLA, on a tout un tas de patients pour lesquels on n'a pas le germline, puisque ces patients venaient de pays étrangers où il était interdit de collecter l'information sans demander un consentement. Ouais, je suis triste de ça. Ouais, ça c'est frustrant. Peut-être une dernière question, et après on y perd. Encore une question plus fondamentale. Est-ce qu'il existe des mutations de résistance au PARP, mais qui touchent d'autres gènes que BRCA1, BRCA2? Est-ce que quelqu'un sait que je ne fais pas de biologie? Alors, non, oui, il en existe. Il en existe, au moins dans les modèles précliniques, et NF1 en est un. La paire d'RB1 aussi. Mais alors, RB1, je suis un peu moins claire parce que j'ai récemment vu des papiers contradictoires. Donc, du coup, je suis plus modérée dans mon approche, mais il y a au même titre qu'on a des mutations qui induisent des résistances aux platines. Vous regardez les cellules claires qui ne sont absolument pas sensibles aux platines. Les mutations qui les caractérisent, c'est PI3K, ARIDA1, PP2MR1. Et du coup, bien sûr qu'on a des mutations partagées dans la résistance aux platines et la résistance au PARP. Et tu avais cité aussi, tu avais montré aussi, il y a des translocations qui peuvent toucher MDR. Et donc, le LAPARI, par exemple, qui passe par la MDR1, va être affecté par ça. Donc, ça, c'est un autre mécanisme. Et il y a des mutations de PARP décrites. Je ne sais pas à quel point c'est réel et fréquent chez nos patientes. Chez nous, c'est surtout des BRCA pour l'instant, mais ça va quelque chose qui va s'étoffer dans les prochaines années. Moi, j'ai vu des mutations de PARP, mais pas dans les ovaires. Pas dans les Pas dans les ovaires. Pas dans les ovaires. Moi, j'entends ça dans les papiers, très rarement, très, très, très rarement, mais il y a des modèles, en tout cas. Je l'ai vu plutôt dans mes pathologies rares, tu sais, dans mes machins, mes sarcomes, où je vois de temps en temps des trucs un peu exotiques. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci encore une fois, Isabelle, d'avoir accepté, d'avoir répondu à ces questions. Et donc, on peut se donner rendez-vous dans 2 semaines, c'est bien ça, Sophie? Oui, c'est ça. Le lundi 12 décembre à 18 h avec le docteur Jean-Baptiste Méric, qui va nous parler qui est de l'INCa, qui va nous parler des conséquences cliniques et des organisations de cancérologie en réponse à la pandémie. Donc, je vais vous envoyer un mail très vite avec le lien d'inscription. Et merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Et je vous enverrai donc le lien du replay avec le PowerPoint après réception. Les slides ne sont pas diffusés, seront enlevés. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Il faut que je reste? Non, pas. Non, tu peux rentrer chez toi. Allez, il est temps. Il est temps, tu peux rentrer. Merci. Merci encore une fois. J'arrête. Moi, j'y vais. C'était ça que tu voulais, Emmanuel? C'était parfait. C'est exactement ça.